Et voilà, je disais que vous avez le micro. Norbert Yamba, bonjour. Bonjour. On nous a surpris en pleine inquiétude. J'étais en train de vous apaiser pour... Ah, c'est ça la matinale, hein? Oui, tout à fait. On vous a placé le micro, il est là. Oui. Norbert Yamba, l'intelligence africaine, l'élite voudrait cesser d'être une élite de bureau, une élite des séminaires, des symposiums, des casse-croûtes, à la fin c'est fini, on est rentré. Mais on doit repérer cette élite. Il faut une structure, il faut un mécanisme de repérage des grands cerveaux pour juste les amener autour des dirigeants. Pas des ouistes, des merci excellence, merci excellence. On doit par moment entrer en accrochage avec les leaders pour lui dire si vous allez comme ça, nous allons tout droit dans le mur, par exemple. Merci d'abord pour l'opportunité. Il faut dire que aujourd'hui, le système d'enseignement qui a été installé dans nos pays depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, c'est un système de domination. Produire des instruits au service véritablement des colons. Des instruits. Des instruits, pas des intellectuels. Nous n'avons pas été formés pour avoir les caractères nécessaires de transformer notre environnement. On a ouvert l'année académique officiellement. Oui. Je n'ai pas senti les grandes orientations, à part l'interdiction des ventes des syllabus, à part l'annonce des LMD. On n'a pas senti des décisions. Et c'est comme ça, des décisions, à chaque occasion, des décisions. À chaque occasion, les gens se présentent sur base de leur diplôme. Et on en fait véritablement des fétiches pour montrer qu'on a tel ou tel diplôme, mais en réalité, on n'a aucune plus-value, on n'a aucune valeur ajoutée. Ces diplômes ne nous aident pas véritablement à être éclairés dans la direction que nous devons prendre. Et c'est comme ça que nous titubons de temps en temps, etc. Et bon, on devient finalement au service de puissance d'argent. Et ces puissances d'argent, vous l'avez dit tout à l'heure avec mon prédécesseur. Samuel, oui. Oui, donc, on a mis en place un système, un ordre international. On recrute des courtiers, des commissionnaires, etc. qui travaillent au service des sous-puissances, qui en réalité sont bien organisés pour continuer véritablement à nous dominer. Et donc, aujourd'hui, naturellement, on a besoin des intellectuels innovateurs, des gens qui doivent sortir du lot, des gens qui doivent photographier notre environnement, des gens qui doivent rechercher des pistes de solutions correspondantes par rapport à la dynamique de ce que représentent les défis de notre développement. Et ça, il me semble qu'on n'en a pas jusqu'aujourd'hui. Les gens ont des parchemins, les gens peuvent véritablement devenir des perroquets en répétant les différentes théories des uns et des autres, etc. Mais il n'y a pas de théories qui permettent véritablement de puiser dans notre historicité, dans notre géographie, dans notre patrimoine culturel, pour dire que voilà, il y a eu des victoires de nos ancêtres dans tel domaine. Comment devons-nous transformer ces victoires en termes, n'est-ce pas, des principes, en termes des normes qui nous permettent de booster notre développement? On est là. Et tous ceux qui viennent avec des idées innovatrices, on les efface. Eh bien, Kabila, Mzee, on l'a effacé comme si de rien n'était. Lumumba, vous avez vu, on l'a effacé, non universitaire, mais courageux. Il n'a même pas dit « je vous brade mon pays », moyennant la vie. Jusqu'à la fin, il a tenu bon. Tous ceux qui s'élèvent, on les efface. Kadhafi, on l'a effacé et tout ça. Bon, mais c'est l'ordre international. Quand deux unités de puissance se rencontrent, l'unité la plus forte, non seulement élimine, mais ne veut pas voir l'autre unité prendre le dessus. Et donc, nous devons être conscients véritablement de cette réalité. Encore que les dirigeants de la République, ceux qui sont censés avoir des portions de responsabilités à différents niveaux d'atterrissage, doivent comprendre que nous avons un défi commun. Comment faire pour nous libérer de l'emprise internationale, encore que aujourd'hui, la trajectoire, elle est commune, mais c'est question justement de réfléchir pour participer à la redéfinition de l'ordre international. Aujourd'hui, nous subissons, nous sommes des bébés sous biberon, et donc nous sommes véritablement apportés comme des remorques dans une locomotive. Alors, nous allons passer cette étape des plaintes pour passer à la réflexion profonde, pour voir comment nous allons nous en tirer. Norbert Yamba, avec vous, on parle dialogue national. Okay. Apparemment, on n'en parle plus, dialogue. Apparemment, c'est le G7 qui a plongé les gens dans des colibés. Où en sommes-nous? Peut-on espérer que ce dialogue va avoir lieu? Vous avez été au pré-dialogue, Yachichi vous a retiré de là. Finalement, où allons-nous? Je vais répondre à cette question comme citoyen responsable de mon pays. Je voudrais simplement vous dire que aujourd'hui, le pays est bloqué.
Je vais même vous dire que la situation est grave parce que la crise est en incubation. Elle est capable, elle est susceptible d'une explosion grave. Et j'ai horreur parce que les gens n'ont pas l'air de prendre conscience de cet état de choses. Écoutez, aujourd'hui, il nous reste combien de mois pour aller aux élections parce qu'il y a des tendances. Il y en a ceux qui pensent qu'il faut aller dans les délais constitutionnels. Il y en a ceux qui pensent qu'il faut évaluer le volume d'opérations réalisées, etc. Et c'est très clair. Jusqu'à septembre 2016, il reste combien de mois? 12 mois en fait. Mais lorsque vous regardez les élections présidentielles, vous regardez les élections législatives, provinciales, urbaines, municipales, j'allais dire locales, sénatoriales aussi, eh bien, vous comprendrez naturellement qu'il y a un problème réel. Personne, même les ovnis, les extraterrestres, ne peuvent pas organiser des élections libres, démocratiques, transparentes dans ces délais-là. Aucune personne, je vous assure, aucune. Et alors maintenant, regardez, aujourd'hui, on parle de plus en plus. Il faut que je termine par la Fabien. Nous croyons au miracle, est-ce que c'est pas possible? Non, c'est pas possible. Et c'est justement l'intellectuel, l'intellectuel. Non, il faut pas que je dise congolais parce qu'il n'y a jamais eu une analyse du code génétique pour comprendre que le Congolais est compatible à ce genre d'incohérence. Mais je voudrais simplement dire que il est difficile d'organiser ces élections. Et il faut que les gens prennent conscience. Alors maintenant, nous avons des tendances. D'où ce dialogue devient incontournable. Il y a des tendances. Il faut que je termine par là. Que ces élections aient lieu, la présidentielle, législative nationale et autres, les législatives provinciales, aient lieu dans le délai prévu par la loi fondamentale, eh bien, plutôt la loi électorale et même la loi fondamentale, est-ce qu'ils sont réalistes que sans ce dialogue, nous allons vers des lendemains meilleurs ou vers un lendemain meilleur? Fabien, il y a un problème réel. Vous savez qu'il y a deux articles qui en nourrissent les appétits des uns des autres. Il y a l'article 70. Cet article voudrait, de la Constitution bien entendu, voudrait que le président de la République ne cède son pouvoir que lorsqu'il fait la remise-reprise avec les nouveaux élus. Voilà. Et ça, n'est-ce pas, la mouvance présidentielle est accrochée véritablement à cette disposition constitutionnelle pour dire que même si on n'organise pas les élections aujourd'hui et qu'on arrive véritablement à la date butoir, et donc le président devra traverser véritablement cette date simplement parce que les élections n'ont pas été organisées, il attend le nouveau élu. Voilà. Ça c'est l'approche. Il faut que je dise... Est-ce qu'ils ont tort? Je m'excuse beaucoup. Dans l'esprit, la lettre je termine. De cette disposition que je termine. Et ça, encore que cette disposition n'est valable que lorsqu'on a organisé les élections et on les a organisées dans les délais et que la période transitoire avant que les nouveaux élus prennent le pouvoir, c'est cette disposition-là qui véritablement explique l'esprit de cette disposition. Seconde tendance. Et alors la seconde tendance, c'est celle qui, en fait, joue sous l'article 64. Ou si un groupe de personnes, ou une personne qui prend le pouvoir avec force, etc., il faut que le peuple se prenne en charge. C'est-à-dire qu'en fait, c'est qu'ils pensent qu'il faut utiliser la rue. Et ça, une partie de l'opposition, véritablement, joue leur stratégie en fonction de cette disposition. Non, ou vous jouez à la top. Non, nous nous disons que ni ceux qui pensent que l'article 70 peut être d'application si l'on organise les élections, on n'organise pas les élections dans les délais, ni ceux qui pensent utiliser la RI ne travaillent pour le peuple congolais. Parce que vous ne jouez pas apparemment à la top, vous soufflez le chaud et le froid parce qu'on semble vous coller l'étiquette des collabos. À quel jeu vous jouez finalement? Le jeu La fille aînée de l'opposition. Nous jouons véritablement le rôle d'une fille aînée de l'opposition, une fille qui a une expérience accumulée depuis 30 ans, qui pense que le Congolais a souffert dans son âme, dans ses sueurs, dans son sang, et qu'aujourd'hui il faut l'épargner de planifier la mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, ceux qui prônent pour la rue, vous avez vu, n'est-ce pas, même dans beaucoup de pays comme la Tunisie, n'est-ce pas, l'Égypte, le Burkina Faso, etc. Ce sont pas ceux qui ont fait la rue qui ont eu le pouvoir. Un sergent peut s'improviser à tout moment et il peut prendre le pouvoir. Mais ceux qui aussi considèrent qu'on peut utiliser cette disposition pour traverser véritablement risque gros, parce qu'en réalité, nous sommes pas seuls. Vous avez discuté avec M. Samuel sur la problématique, n'est-ce pas, de notre participation à la dynamique planétaire. Aujourd'hui, il y a des influences, il y a des solidarités, il y a des intérêts qui jouent, etc. Et personne
personne ne va accepter véritablement qu'il y ait cette confrontation. Et nous disons, en tant que fille aînée de l'opposition, nous disons que, attention, le danger est là. La catastrophe est capable d'arriver. Il faut que les gens se parlent. Vous ne faites rien pour convaincre le camp de cette opposition plurielle qui ne veut pas que vous parliez, qui croit que l'année prochaine, à la date prévue, par baguette magique, on sort l'argent, où un ange va faire tomber l'argent, et puis après, on met ça à la disposition de la CENI, on va organiser le tout dans le délai, et puis après, ce jour-là, on change, on fait la remise en reprise. Fabien, ne soyons pas... Dans le calme. Ne soyons pas offusqués. Nous sommes dans une démocratie, et la démocratie suppose la gestion des contradictions, un droit au désaccord, et lorsque les uns et les autres s'expriment, il faut savoir considérer que c'est l'ambiance et l'esthétique démocratique. Et moi, je considère ça, non pas comme douleur d'enfantement, mais comme l'affirmation de leadership démocratique. Mais maintenant, c'est bien beau de présenter sa thèse, mais c'est aussi bien beau d'évaluer la thèse des autres. Et lorsqu'il y a une contradiction flagrante, on ramène ça sur une table, on discute, on dégonfle les tensions et on arrive à un compromis. Et c'est ça justement la vocation de l'IDPS aujourd'hui, de se dire, parce qu'on n'a pas l'air de se comprendre, certains pensent qu'il faut avoir certaines élections locales, municipales, parce qu'en fait, la mouvance aurait souhaité qu'on commence avec les locales, etc. Il y a une certaine opposition qui pense qu'il faut faire les présidentielles et les législatives. Or, les différentes élections sont constitutionnelles. En tant que telles, elles méritent véritablement d'être respectées lorsqu'on veut respecter la Constitution. Et nous disons que le temps ne donne pas la possibilité à toutes ces élections d'être réalisées. Il faut qu'on soit ensemble pour qu'on lève des options consensuelles de telle sorte que nous puissions voir dans la même direction. Et c'est ça, justement. Alors, quand vous dites que non, vous vous êtes retiré, etc. Non, la vocation jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, de l'UDPS, c'est d'arriver à un dialogue. Mais il faudrait que les uns et les autres soient sincères. On a entendu beaucoup de défis avec mon prédécesseur Samuel. L'Afrique a un potentiel grave, même si aujourd'hui elle se présente comme problématique par excellence. Mais il y a une population, il y a un environnement, deuxième puits écologique du monde, etc. Et que il n'y a aucun continent à travers le monde, même s'il a dit, n'est-ce pas, un taux de croissance flatteur, ça c'est évident, de plus 5. La guerre, aujourd'hui, ce n'est pas une guerre idéologique, ce sera une guerre économique. Et cette guerre économique va se réaliser en Afrique. Et si vous regardez l'Afrique, elle est variée. Il y a l'Afrique de l'Ouest, avec le Nigeria, avec 510 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Lorsque vous regardez l'Afrique orientale, vous avez l'Éthiopie, avec 315 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Lorsque vous avez l'Afrique australe, vous parlez de l'Afrique du Sud, c'est 390 milliards. Lorsque vous regardez l'Afrique, je sais pas, l'Afrique du Nord, c'est l'Égypte, avec 325 milliards. Et vous avez l'Afrique centrale, la locomotive, c'est le Congo-Kinshasa, avec 40 milliards de dollars. Nous sommes à genoux. Nous avons intérêt aujourd'hui de comprendre que nous sommes un pays infantilisé, instrumentalisé, clochardisé. Et nous devons avoir un leadership fort, éclairé, clairvoyant, qui permet de drainer tout le monde autour d'un idéal commun. Nous n'avons pas véritablement l'occasion de nous entretuer, de nous quereller inutilement. On a besoin des hommes qui ont une vision qui voyage dans les temps et qui revient et qui embarque dans une approche transformationnelle. Aujourd'hui, tout le monde parle et tout le monde risque d'être perroquet et on n'a pas la possibilité véritablement de pousser la République. Donc vous continuez à croire en ce dialogue? Nous continuons à croire à ce dialogue et c'est la voie obligée et quiconque qui véritablement contesterait ce dialogue endossera la responsabilité historique et les générations futures devront l'apprécier. On pourra